Un complot pour tuer le président du Burkina Faso, une trahison venue de sa propre famille et un cadeau empoisonné venu de France. Voici l'incroyable histoire d'Ibrahim Traoré, un homme qui a frôlé la mort pour avoir voulu libérer son peuple. Tout commença par un jour de liesse nationale. Le président Ibrahim Traoré venait de rentrer d'un voyage stratégique en Russie, porteur de promesses nouvelles pour le Burkina Faso. Des accords y avaient été signés, annonçant une ère d'indépendance économique et diplomatique. Le peuple l'accueillait en héros, convaincu que l'avenir s'écrivait enfin loin de la tutelle étrangère. Depuis son arrivée au pouvoir, Ibrahim avait entrepris une série de réformes audacieuses. L'électricité s'était étendue dans les foyers les plus reculés et plusieurs figures de la corruption avaient été arrêtées. Le pays reprenait espoir. À sa descente d'avion, il retrouva sa femme, Sita, qui l'attendait avec tendresse. Depuis le début, elle avait été sa confidente, son soutien, dans les heures sombres comme dans les victoires. Mais ce jour-là, une autre personne se tenait non loin, Issatu, la jeune sœur de Sita, récemment revenue de France après plusieurs années d'absence. Discrète, presque effacée, elle n'avait jamais vraiment attiré l'attention d'Ibrahim. Pourtant, un étrange sentiment d'inquiétude monta en lui lorsqu'il croisa son regard. Issatu lui remit un cadeau, un élégant flacon de parfum soigneusement emballé, qu'elle présenta comme un souvenir de Paris. Ibrahim, toujours poli, la remercia. Mais en son fort intérieur, une alarme s'était déclenchée. Dans le monde complexe de la politique africaine, chaque geste, chaque offrande, pouvait cacher une intention malveillante. Ce parfum, symbole en apparence d'affection familiale, éveillait en lui un doute profond. De retour dans son bureau, Ibrahim posa le flacon sur sa table sans l'ouvrir. Il resta là, à l'observer longuement, incapable de se défaire de cette sensation de menace voilée. Depuis quelque temps, il savait qu'il dérangeait. Sa politique de rupture avec les puissances occidentales et surtout avec la France en faisait une cible évidente. L'ingérence étrangère en Afrique n'était plus une théorie, mais une réalité à laquelle il faisait face chaque jour. Il décida de ne rien laisser au hasard. Une goutte de ce parfum fut versée dans un verre, juste assez pour permettre une analyse. L'arôme était envoûtant, presque trop parfait. Ibrahim apporta discrètement l'échantillon à un scientifique de confiance, un homme avec qui il avait déjà collaboré pour des enquêtes sensibles. Il fallait en avoir le cœur net. Quelques heures plus tard, le verdict tomba. Le liquide contenait une substance toxique, conçue pour tuer lentement, sans éveiller les soupçons. Un poison subtil, mais mortel. Le sang du président se glaça. Il venait d'échapper de peu à une tentative d'assassinat soigneusement orchestrée. Et le plus terrible, c'était l'implication probable d'un membre de sa propre famille. Le choc fut immense. Comment imaginer que la sœur de Sita ait pu jouer un rôle dans une telle machination? Il convoqua immédiatement son épouse pour lui révéler la vérité. Sita, en apprenant les faits, resta sans voix, le visage marqué par la douleur et la stupeur. Mais au-delà de la peine, elle trouva la force de rester lucide. Il devait agir, et vite. Le lendemain matin, Ibrahim réunit ses conseillers les plus loyaux. Il exposa les faits et ordonna l'ouverture d'une enquête confidentielle. Il savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'un acte isolé. Ce n'était pas qu'un simple empoisonnement. C'était une attaque politique, un avertissement envoyé par ceux qui refusaient de voir l'Afrique se tenir debout. Les premiers éléments de l'enquête révélèrent qu'Issatu n'agissait pas seule. Enfermée et interrogée, elle finit par craquer. En larmes, elle avoua avoir été approchée par des agents opérant sous couverture diplomatique. On lui avait promis argent, sécurité et influence en échange de son silence ou de sa coopération.
Elle n'avait pas mesuré la portée de ses actes, ou peut-être avait-elle simplement cédé sous la pression. Ibrahim Traoré, le président qui a défié l'Occident et réveillé l'Afrique. Le jour où le président Ibrahim Traoré a survécu à une tentative d'assassinat, ce n'est pas seulement un homme qui est resté debout, mais toute une nation, et avec elle, l'espoir d'un continent. Ce n'était pas une simple affaire de politique intérieure. Ce qu'il venait de vivre symbolisait un combat bien plus large, celui de l'Afrique contre des décennies de domination étrangère et de manipulation silencieuse. À Ouagadougou, alors que le vent de la conspiration se dissipait, l'atmosphère restait chargée de tension. Mais au cœur de cette tempête, une chose était claire. Le Burkina Faso n'était plus seul. L'Afrique regardait, l'Afrique écoutait, et surtout, l'Afrique se levait. Le courage d'Ibrahim résonnait désormais au-delà des frontières, porté par une population panafricaine avide de souveraineté réelle. Rapidement, les messages de solidarité affluèrent de toute l'Afrique. Des chefs d'État, jusque-là silencieux, commencèrent à saluer publiquement son courage. Ce que Traoré incarnait désormais, c'était plus qu'un dirigeant en poste. Il devenait une inspiration, un symbole vivant de résilience et de résistance. Cependant, cette victoire n'était que le début d'un combat plus long. Les forces à l'origine du complot ne comptaient pas abandonner si facilement. Pour ces puissances occidentales, ce n'était pas uniquement une question de géopolitique. C'était la peur de perdre le contrôle sur une Afrique qui s'éveille. Et Ibrahim le savait. Il savait qu'il reviendrait, autrement, plus sournoisement, plus subtilement, mais il était prêt. Il réunit ses conseillers. Le ton était grave, mais la détermination dans son regard parlait d'elle-même. Ce qu'ils ont tenté, ce n'est pas seulement de me faire taire. Ils ont voulu faire taire toute une génération. Ils ont échoué. Ce jour-là, une stratégie nouvelle se dessina. Affirmer l'indépendance économique, renforcer l'unité continentale et reconstruire les bases de la souveraineté nationale. Sur le terrain, cette vision prit forme. Les marchés, longtemps dominés par des intérêts étrangers, virent émerger une nouvelle génération de producteurs locaux. Dans les campagnes, les agriculteurs tournèrent le dos aux semences importées pour revenir à des méthodes adaptées à leur réalité. L'énergie, secteur critique, fit l'objet d'un ambitieux plan de réappropriation. Burkina Faso ne voulait plus dépendre, il voulait construire. L'impact de cette dynamique se fit sentir bien au-delà des frontières. Au Nigeria, en Guinée, au Mali, des voix s'élevèrent, inspirées par le parcours de Traoré. Des réformes commencèrent à émerger, des débats s'ouvrirent. Le tabou de l'influence étrangère se brisait peu à peu. L'Afrique reprenait la parole. Pendant ce temps, les enquêtes sur le complot avançaient. Les révélations qui en découlaient étaient choquantes. Elles mettaient au jour un réseau de pression, de financement occulte, de complicité politique organisée pour maintenir les dirigeants africains sous tutelle. Certains noms, issus de hautes sphères occidentales, furent cités. Les preuves étaient là, irréfutables. Mais Ibrahim ne s'arrêta pas à la dénonciation. Il appela à un réveil global. Nous ne réclamons plus leur aide. Nous exigeons notre droit à exister, à choisir notre voie. L'Afrique n'est pas une extension de l'Occident. Elle est un continent souverain, fier, prêt à écrire son histoire. Ces paroles furent saluées dans toutes les capitales africaines. Dans les rues de Ouagadougou, l'élan populaire était palpable. Les Burkinabés, galvanisés par la force de leur président, se sentaient acteurs du changement. Des mouvements citoyens se mirent en place, des coopératives locales émergèrent et une jeunesse, longtemps désabusée, retrouvait espoir et fierté. Partout dans le pays, des manifestations de soutien éclatèrent. Le peuple burkinabé, profondément choqué, réaffirma son attachement à son président.
Pour eux, Ibrahim incarnait non seulement l'espoir, mais aussi la promesse d'une Afrique libre. Sa survie devenait leur combat. L'enquête se poursuivit, révélant peu à peu l'ampleur des réseaux infiltrés. Des diplomates furent de rappelés, des accords suspendus, des complices arrêtés. Mais Ibrahim savait que le plus dur restait à venir. Désormais, il ne pouvait plus ignorer que sa vie serait constamment en danger. Et pourtant, il refusa de reculer. Cette tentative d'assassinat n'allait pas le faire tomber. Au contraire, elle avait renforcé sa détermination. Le message était clair, l'Afrique ne serait plus jamais un terrain de jeu pour les intérêts étrangers. Et tant qu'il serait en vie, il défendrait cette vision avec chaque fibre de son être. Et pourtant, Ibrahim restait lucide. Il savait que le combat serait long. Il ne s'agissait plus d'une simple défense de son poste, mais d'un affrontement global contre un système ancien, profondément enraciné. Il déclara, lors d'une conférence régionale, « Ce qu'il redoute, ce n'est pas un homme, c'est une Afrique debout. Et cette Afrique est en marche. » Les ennemis de ce renouveau, eux, perdèrent du terrain. Leur plan, dévoilé au grand jour, n'inspirait plus la crainte, mais le mépris. Là où ils espéraient faire tomber un président, ils avaient réveillé un continent. Et face à cette nouvelle réalité, ils n'avaient plus d'armes. Ibrahim Traoré, jadis simple militaire devenu chef d'État, était désormais l'icône d'une révolution douce mais irréversible, celle d'un peuple qui décide de son destin, celle d'une Afrique qui ne demande plus la permission, celle d'un avenir qui ne sera plus dicté par d'autres. L'histoire retiendra peut-être ce jour comme le point de départ d'une renaissance. Car ce n'est pas la tentative d'assassinat qui aura marqué les mémoires, mais la réponse qu'elle a suscitée. Une réponse faite de dignité, de courage et d'unité. Et si le chemin reste semé d'embûches, une chose est certaine. L'Afrique, avec des leaders comme Ibrahim Traoré, ne reculera plus. Elle avance et elle n'a jamais été aussi déterminée. Ibrahim savait que la menace ne disparaîtrait pas d'un jour à l'autre. Les ennemis de l'Afrique sont puissants, discrets et résolus. Mais il croyait en la force de son peuple, en cette jeunesse africaine qui rêvait de progrès, non pas dictée de l'extérieur, mais construit sur ses propres valeurs. La trahison d'Issatou, bien qu'inacceptable, devenait un symbole, celui de la fragilité des nations sous pression étrangère, mais aussi de la nécessité de vigilance. Ibrahim ordonna qu'elle soit traitée avec humanité. Elle coopérait désormais avec les enquêteurs, et ses révélations continuaient de dévoiler des ramifications encore plus vastes. Le président continua sa tournée dans le pays, parlant directement au peuple, visitant les hôpitaux, les écoles, les chantiers. Partout, il rappelait que le combat pour la souveraineté ne devait jamais faiblir. Son message, la liberté a un prix, mais c'est un prix que le Burkina Faso est prêt à payer. Enfin, dans un dernier discours marquant, il déclara « Ils ont tenté de nous diviser. Ils ont voulu semer la peur, mais nous avons répondu par le courage. Cette révolution est la nôtre, et personne ne pourra l'éteindre. » Ainsi, le complot contre Ibrahim Traoré devint un tournant historique, une tentative d'élimination transformée en réveil collectif. Et alors que les ennemis de l'Afrique reculaient dans l'ombre, le peuple burkinabé avançait vers la lumière, fier, uni et déterminé à écrire sa propre histoire.